En mai 1923, Pierre Quéméneur, conseiller général du Finistère, disparaît mystérieusement alors qu'il se rendait à Paris avec Guillaume Seznec, un homme d'affaires de Morlex. Seznec affirme l'avoir déposé à la gare de Dreux, mais Quéméneur n'est jamais revu. Il est le dernier à avoir vu Quéméneur. Des documents signés de Quéméneur sont retrouvés chez Seznec, notamment une promesse de vente suspecte. Son comportement intrigue les enquêteurs. Avant de continuer avec le développement de l'histoire de Guillaume Seznec, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires. On continue. Bretagne 1923. Les collines ondulent sous un ciel bas, gris-bleu, qui laisse parfois passer une lumière blanche. Les champs sont séparés par des talus couverts de fougères. Les routes, encore en terre ou en cailloux, serpentent entre les fermes et les petits bourgs. À Morlex, port de commerce actif, on entend le cri des mouettes, le cliquetis des mâts, et l'odeur mêlée de sel et de goudron chaud flotte dans l'air. C'est ici que vit Guillaume Seznec, 35 ans, marchand de bois. Grand, solide, moustache fournie, il porte un béret noir vissé sur la tête, et ses mains, larges et calleuses, sentent toujours la sciure. Guillaume n'est pas un paysan ordinaire. Il a le goût des affaires, des voyages en train, des transactions parfois risquées. Depuis quelque temps, il fréquente un homme d'un autre milieu, Pierre Quéméneur, conseiller général du Finistère, costume 3 pièces, montre à gousset, chaussures cirées. Ce 24 mai 1923, dans la cour de la maison Seznec, un vieux moteur tout saute. C'est la Cadillac noire, large et élégante, que les deux hommes ont prévue pour leur voyage. « Alors, Guillaume, tout est prêt ?» demande Quéméneur, en inspectant la voiture. « Prêt, oui. Mais j'espère qu'elle tiendra jusqu'à Paris, » répond Seznec avec un demi-sourire. Le projet est clair. Se rendre à Paris pour négocier l'achat de voitures américaines de surplus, destinées à la revente. Mais derrière les mots, chacun semble garder ses secrets. 26 mai 1923, hôtel de la Gare, Houdan. Le crépuscule enveloppe la petite ville d'un voile bleu-violet. Dans la salle à manger de l'hôtel, quelques clients terminent leur repas, le cliquetis des couverts se mêlant au grésillement discret d'une lampe à pétrole. Guillaume Seznec et Pierre Quéméneur prennent place à une table près de la fenêtre. Le patron les sert avec un sourire discret, habitué aux voyageurs de passage. « Alors, Guillaume, » commence Quéméneur en baissant la voix, « tout est bien calé pour demain ?»« Oui, mais il faudra que tu me fasses confiance, » répond Seznec en découpant distraitement sa viande. Les assiettes se vident lentement. Quéméneur sort de sa poche un petit carnet noir, griffonne quelques mots, puis le referme aussitôt, comme si ce qu'il venait d'écrire devait rester secret. « Si on échoue, c'est la fin pour nous deux, » murmure-t-il. « On n'échouera pas, Pierre. J'ai tout prévu. » Plus tard, dans la chambre, une odeur de bois ciré flotte dans l'air. La lumière unique de l'ampoule jaunit les murs. Seznec se déchausse, s'assoit près de la fenêtre entr'ouverte. Dans la rue, un chien aboie au loin. Quéméneur, encore habillé, relit quelques papiers à la lueur d'une lampe de chevet. Le silence s'installe. Dehors, Houdan s'endort, sans savoir que cette nuit sera la dernière où l'on verra encore les deux hommes ensemble. 27 mai 1923. Le matin s'annonce clair et frais sur Houdan. Les premières charrettes passent devant l'hôtel de la Gare, roues crissant sur les pavés. Guillaume Seznec descend le premier. Veste sur l'épaule, il commande un café noir au comptoir. Quelques minutes plus tard, Pierre Quéméneur le rejoint, l'air préoccupé. « Guillaume, je dois aller à Paris seul ce matin. On se retrouvera plus tard. »« Comme tu veux, mais fais attention. » Selon Seznec, ils se seraient séparés peu après. Quéméneur aurait pris un train pour la capitale, tandis que lui reprenait la route vers la Bretagne. Pourtant, aucun employé de la gare ne se souviendra avoir vu Quéméneur monter dans un train ce jour-là. Et sur la route, les témoins sont rares. La Cadillac noire de Seznec est aperçue quittant Houdan vers l'ouest,
poussière soulevée derrière elle. À l'intérieur, un homme seul au volant, regard fixe, mâchoire serrée. À partir de ce moment précis, Pierre Quéméneur disparaît des regards. Il n'y aura plus jamais de trace officielle de lui, ni vivant, ni mort. 27 mai 1923, fin de matinée. La Cadillac noire file sur les routes poussiéreuses de l'Eure-et-Loir, direction l'ouest. Le ciel est dégagé, mais le vent sec soulève des nuages de poussière qui s'accrochent aux vêtements et aux cheveux. Guillaume Seznec conduit sans s'arrêter longtemps. À chaque village traversé, quelques habitants le voient passer, seul dans l'habitacle. Il ne salue pas, le regard fixé devant lui. En début d'après-midi, il s'arrête brièvement pour de l'essence. « Voyage long ?» lui demande le pompiste. « Oui, de Paris à Morlaix », répond-il évasif avant de repartir. La Cadillac traverse les paysages vallonnés de Normandie puis de Bretagne. Talus fleuris, champs de seigle, fermes isolées. Au fil des heures, la fatigue se lit sur son visage, mais il garde la même allure pressée. Il arrive à Morlaix le soir même. Marie-Jeanne, sa femme, est sur le pas de la porte. « Et Pierre ?» demande-t-elle. « Resté à Paris pour régler des affaires », répond Guillaume en retirant son manteau. Personne ne le sait encore, mais cette simple réponse va bientôt devenir le point de départ d'un engrenage judiciaire implacable. Les jours passent à Morlaix. Marie-Jeanne attend des nouvelles de Pierre Quéméneur, mais aucune lettre, aucun télégramme n'arrive. À Landerneau, la famille de Quéméneur commence à s'inquiéter aussi. Le 1er juin 1923, un gendarme se présente chez Seznec. « Monsieur Seznec, quand avez-vous vu Monsieur Quéméneur pour la dernière fois ?»« Le 27 mai au matin, à Houdan. Il devait prendre un train pour Paris. Mais les recherches menées à Paris ne donnent rien. Aucun témoin fiable ne l'a vu à la gare ni dans un hôtel. Peu à peu, les regards se tournent vers Seznec. Des rumeurs circulent, des dettes, des affaires floues, des disputes avec Quéméneur. Et puis, il y a cette Cadillac. Certains disent l'avoir vue chargée de manière étrange au retour du voyage. Dans les cafés de Morlaix, les conversations s'animent. Vous croyez qu'il lui est arrivé malheur? Moi, je dis que Seznec en sait plus qu'il ne le dit. L'enquête vient de commencer. Et déjà, le nom de Seznec est murmuré avec méfiance. Quelques jours plus tard, un coup de théâtre secoue l'enquête. Le 13 juin 1923, à la gare de Brest, un employé ouvre une valise oubliée à la consigne. À l'intérieur, des vêtements, des papiers et surtout, une promesse de vente signée par Pierre Quéméneur. Ce document stipule que Quéméneur vend à Guillaume Seznec une propriété pour une somme dérisoire. Aux yeux des enquêteurs, c'est une preuve accablante. Pourquoi un notable céderait-il un bien précieux à un prix si bas? Lorsque la police montre la promesse de vente à Seznec, il hausse les épaules. C'est un arrangement entre nous. Pierre voulait me rendre service, mais pour les gendarmes, cette histoire ne tient pas. Ils soupçonnent que le document a été rédigé ou falsifié après la disparition. L'hypothèse prend forme. Et si Seznec avait tué Quéméneur pour s'approprier ses biens? Dans les journaux locaux, les titres se font plus tranchants. À Morlaix, la rumeur enfle. Désormais, pour beaucoup, Seznec est coupable. Il ne reste qu'à le prouver. L'été 1923 avance et l'enquête s'intensifie. Les gendarmes multiplient les interrogatoires. Chaque fois, Guillaume Seznec répète la même version. Pierre est parti seul à Paris. Je ne l'ai pas revu. Mais les policiers pointent des incohérences. Les horaires donnés par Seznec ne correspondent pas toujours aux témoignages. La Cadillac aurait été vue à des endroits improbables selon son itinéraire supposé. La promesse de vente, elle, devient le centre de toutes les discussions. Un expert affirme que la machine à écrire utilisée pour taper le document se trouve dans la maison de Seznec. « Simple hasard », répond-il. « Pierre avait peut-être tapé ce texte chez moi. » Malgré ses protestations, l'étau se resserre. Les conversations au marché, dans les cafés,
prennent un ton plus dur. Vous verrez, il finira au tribunal. S'il est innocent, pourquoi tant de zones d'ombre? Le 6 juillet 1923, la décision tombe. Guillaume Seznec est arrêté et inculpé du meurtre de Pierre Quéméneur. Il proteste, le visage fermé. Je n'ai pas tué mon ami. Vous commettez une erreur. Mais la machine judiciaire est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Novembre 1924. La cour d'assises de Quimper est pleine à craquer. Journalistes, curieux, notables, tous veulent voir l'homme qui divise la Bretagne, Guillaume Seznec. Il apparaît vêtu d'un costume sombre, les épaules droites, la moustache taillée. Son regard se promène dans la salle, impassible. Sur le banc des témoins, on raconte ses allers-retours suspects, ses paroles étranges après la disparition, et surtout, cette promesse de vente trouvée dans la valise. L'accusation est implacable. Messieurs les jurés, vous avez devant vous un homme cupide qui n'a pas hésité à supprimer un ami pour de l'argent. La défense, menée par Maître Pouliken, plaide l'absence de preuves directes. Pas de corps, pas de témoins, pas de scène de crime. Ce dossier repose sur des suppositions. Les débats durent plusieurs jours. Les journaux relatent chaque détail, alimentant la curiosité du public. Dans les rues de Quimper, on ne parle que de ça. Certains le voient déjà condamné, d'autres doutent encore. Le 4 novembre, après des heures de délibération, le verdict tombe. Les jurés reviennent, graves, et le président annonce « coupable de meurtre ». Le silence s'abat sur la salle. Puis, un murmure enfle, comme une vague qui se brise. 4 novembre 1924, tribunal de Quimper. Le verdict vient de tomber. Coupable de meurtre. Le président poursuit d'une voix solennelle. La cour vous condamne aux travaux forcés à perpétuité. Guillaume Seznec ne cille pas. Seule sa mâchoire se crispe légèrement. Derrière lui, un murmure parcourt la salle. Certains hochent la tête avec satisfaction, d'autres baissent les yeux. Marie-Jeanne, sa femme, est en larmes. « Courage, Guillaume !» souffle-t-elle alors que les gardes l'entraînent. Dès le lendemain, les journaux titrent en lettres noires « Le marchand de bois de Morlex, envoyé au bagne ». Quelques semaines plus tard, Seznec est transféré à Saint-Martin-de-Ré, point de départ vers la Guyane française. Sur le quai, menotté, il jette un dernier regard à la terre bretonne. « Je suis innocent », répète-t-il à qui veut l'entendre. Mais le paquebot du bagne s'éloigne déjà, laissant derrière lui le clapotis des vagues et une Bretagne qui se divise entre ceux qui croient à sa culpabilité et ceux qui pensent qu'on vient de condamner un innocent. Décembre 1924. Après plusieurs semaines de traversée, Guillaume Seznec débarque en Guyane française. Le soleil tape fort, l'air est saturé d'humidité. L'odeur mêlée de boue, de sueur et de végétation dense et suffocante. On le conduit au camp du bagne. Les baraquements en bois sont alignés comme des cercueils dressés, entourés de clôtures et de miradors. Les gardiens, fusils en bandoulière, veillent sur les forçats. Chaque jour commence avant l'aube. Levé à 5 heures, corvée de bois, travaux forcés sous un climat écrasant. Les moustiques bourdonnent sans répit. Les maladies guettent à chaque instant. Beaucoup meurent de fièvre, de dysenterie, ou sous les coups des surveillants. Seznec, lui, s'accroche. Il écrit à Marie-Jeanne dès qu'il le peut. « Tiens bon, Guillaume, je me bats pour toi ici », lui répond-elle dans des lettres tremblées par l'émotion. Les années passent. Il garde le même discours. « Je suis innocent », mais le monde oublie vite les hommes envoyés au bagne. Pour beaucoup, Guillaume Seznec n'est plus qu'un nom dans un vieux journal, perdu de l'autre côté de l'océan. Après plus de 22 ans passés au bagne de Guyane, Guillaume Seznec obtient enfin une libération pour raison de santé. Ses cheveux sont devenus blancs, son visage creusé par le soleil tropical et les années de labeur forcé. Le voyage de retour est long. Lorsqu'il débarque à Brest, le vent froid et l'air iodé de Bretagne le saisissent. Sur le quai, Marie-Jeanne l'attend, voûtée,
mais le regard toujours vif. Elle se jette dans ses bras. « Tu es enfin là », murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Mais le retour n'est pas une renaissance. À Morlaix, les regards sont partagés. Certains le saluent avec chaleur, d'autres détournent les yeux. Pour beaucoup, il reste le coupable. Pour d'autres, il est l'innocent brisé par la justice. Seznec tente de reprendre une vie simple, mais il sait qu'il n'a pas fini de se battre. Son objectif désormais, laver son nom, obtenir la révision de son procès. Chaque soir, à la lumière d'une lampe à pétrole, il relit les vieux articles, les lettres, les procès-verbaux. Il prépare en silence le combat de ces dernières années. Les années passent, mais Guillaume Seznec ne renonce pas. Avec l'aide de sa famille et de quelques soutiens fidèles, il envoie des requêtes, sollicite des avocats, écrit aux ministres et aux journalistes. Chaque fois, la même réponse revient. Demande de révision rejetée. La fatigue s'installe. Marie-Jeanne, son pilier, meurt en 1953, laissant un vide immense. Guillaume, affaibli, continue de clamer son innocence auprès de quiconque veut bien l'écouter. En février 1954, alors qu'il marche le long d'une route près de son domicile, une voiture le percute. Il est grièvement blessé. Hospitalisé, il agonise pendant plusieurs jours. Le 13 février 1954, Guillaume Seznec s'éteint à l'âge de 65 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il n'aura jamais varié dans ses propos. « Je suis innocent ». Il laisse derrière lui une famille meurtrie et un dossier judiciaire qui ne cesse de diviser la France. Après la mort de Guillaume Seznec, le combat ne s'éteint pas. Ses enfants, puis ses petits-enfants, reprennent le flambeau. Leur objectif est clair, obtenir la révision du procès de 1924 et prouver l'innocence de leur père et grand-père. Dans les années 1970, de nouveaux éléments surgissent. Des témoins affirment avoir vu Pierre Quéméneur, vivant après la date supposée de sa mort. Certains parlent d'une affaire politique dissimulée, d'autres évoquent un coup monté pour protéger de plus hauts responsables. Malgré ces révélations, la justice reste inflexible. En 1996, puis en 2006, la Cour de révision rejette à nouveau la demande. Les magistrats reconnaissent des zones d'ombre, mais estiment qu'aucun élément décisif ne justifie d'annuler la condamnation. À chaque refus, la famille Seznec organise des rassemblements, brandissant des pancartes « Justice pour Seznec, innocent depuis toujours ». Mais le temps joue contre eux. Plus les décennies passent, plus les témoins disparaissent, et avec eux, peut-être, la vérité. Aujourd'hui, plus d'un siècle après les faits, l'affaire Seznec reste l'un des plus grands mystères judiciaires français. Aucun corps, aucune preuve directe, et pourtant, une condamnation à perpétuité. Les historiens, journalistes et passionnés continuent d'enquêter. Certains sont convaincus que Seznec a tué Pierre Quéméneur pour des raisons financières. D'autres affirment qu'il a été victime d'un complot, sacrifié pour protéger des intérêts politiques ou économiques. Des livres, des documentaires, des émissions de radio entretiennent le débat. Chaque nouvelle hypothèse rallume la flamme, mais aucune ne parvient à percer totalement le secret. À Morlaix, une stèle rend hommage à Guillaume Seznec. Dessus, quelques mots simples, à un homme qui a toujours clamé son innocence. Et dans les esprits, une question demeure, lancinante. Pierre Quéméneur a-t-il vraiment trouvé la mort ce jour de mai 1923? Ou la vérité dort-elle encore quelque part, enfouie sous les mensonges et le silence, prête à ressurgir un jour? Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, commentez en donnant votre avis et partagez avec des proches.